Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, vendredi 29 mai, journée internationale des casques bleus, les soldats de maintien de la paix des Nations Unies, des contingents diversifiés, ceux qui ont fait leur plus grande force mais aussi leur plus grande faiblesse. La Banque africaine de développement a un nouveau président. Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'Agriculture, a été élu ce jeudi 28 mai à Abidjan avec 58,10% des voix. Il succède à Donald Kaberuka, en poste depuis 2005. Au Bénin, un symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel s'est achevé jeudi 28 mai. L'importance de la place de la femme dans ce processus de paix a été longuement débattue. Journée internationale des casques bleus ce vendredi 29 mai. Une cérémonie sera organisée dès 10h heure locale au siège des Nations Unies pour rendre hommage aux 126 soldats disparus au cours de leur mission en 2014. Depuis 1948, date de la première opération de maintien de la paix mandatée par l'ONU, 71 missions ont été lancées. 1 million de militaires, policiers et personnels civils ont été déployés, dont les 125 000 encore sur le terrain aujourd'hui. La spécificité de ces casques bleus, c'est aussi que 122 États membres participent à la composition de cette force. Un atout, mais aussi une complication, comme l'explique l'analyste politique Boubacar Ba. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des casques bleus. Il faut quand même savoir que sont sur le continent dans différents endroits, mais elles payent quand même un très lourd tribut. Et c'est le cas au Mali, où il y a 36 casques bleus qui ont été tués, 150 blessés et près de 80 attaques subies. C'est le bilan le plus meurtrier depuis que les casques bleus interviennent sur le continent africain. Alors, une des principales faiblesses de ces casques bleus, c'est justement la nature des personnes qui sont de la nationalité qui font partie des casques bleus. Très généralement, on se rend compte que quand tu es sur le continent, ce n'est pas des nations très très fortes qui sont envoyées sur le continent, excepté la France, dans certaines conditions, c'est les anciennes colonies. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on a des forces du Bangladesh, on a des forces des différents pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, qui ne sont pas forcément bien entraînés, qui ne sont pas forcément bien équipés, et donc ce qui fait que le mandat de ces forces-là elles ont du mal à exercer leur force sur le terrain à cause de cet art-là. Plusieurs dizaines de chefs d'État sont attendus dans la ville d'Abuja, au Nigeria, ce vendredi pour assister à l'investiture du président nigérian fraîchement élu, Muhammadu Buhari. Le président Jacob Zuma assistera à la cérémonie prévue ce matin, mais des membres de la communauté internationale seront également présents, comme le secrétaire d'État américain John Kerry ou le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius. Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la capitale fédérale, qui avait déjà été la cible en avril et en mai 2014 d'attentats du groupe Boko Haram. On pourrait presque parler d'un plébiscite. Le ministre nigérian Akinwumi Adesina a été élu à plus de 58% des voix, nouveau président de la Banque africaine de développement. Il entrera officiellement en fonction au mois de septembre pour prendre la succession de Donald Kaberuka. Son portrait avec Ibra Adjai. On connaît désormais celui qui va succéder au Rwandais Donald Kaberuka à la tête de l'institution financière panafricaine. Le Nigérian Akinwumi Adesina, élu président de la Banque africaine de développement. 8 personnalités étaient en lice. Le ministre nigérian de l'Agriculture a été élu avec 58,1% des voix devant le Tchadien Bedouma Kordier avec 31,6% des voix. La Cap-Verdienne Christina Duarte a obtenu quant à elle 10,27% des voix. Bon, je viens d'avoir un entretien avec monsieur le gouverneur et aussi monsieur le ministre. C'est simplement pour lui saluer et le grand travail qu'il avait fait pour diriger cette élection. Il avait beaucoup fait et je pense qu'en ce qui concerne l'élection, ça a été fait dans une façon extrêmement transparente. On peut dire qu'on est fier d'être africain pour faire une élection comme ça. La tâche d'Akinwumi Adesina ne sera pas facile car l'ancien président Donald Kaberuka a fait depuis son arrivée à la tête de l'institution un excellent travail. Sa principale réussite aura été de redonner toute sa crédibilité à l'institution financière. Le nouveau patron de la BAD devra ainsi consolider les efforts de son prédécesseur. Les attentes en ce qui concerne sa nouvelle présidence ont déjà été fixées par Donald Kaberuka.
Les objectifs de la BAD pour la période 2013-2022 ont déjà été définis. Il s'agit du développement des infrastructures, de l'intégration économique régionale, du développement du secteur privé, de la gouvernance et la responsabilisation et tout ce qui concerne la qualification et les nouvelles technologies. La BAD, pour les prochaines années, a identifié 3 domaines d'intervention particuliers. Le premier d'entre eux, c'est celui du soutien aux États fragiles du continent, pour lesquels l'action de la BAD pourrait renforcer fortement l'économie. Le deuxième secteur est celui de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, dans le but d'accroître la production agricole et la compétitivité des États. Et enfin, le troisième secteur prioritaire est celui de la mise en valeur du genre, notamment en faisant en sorte que les femmes soient sollicitées et soient encouragées dans l'entrepreneuriat sur le continent. Akiwumi Adesina devra attendre cependant le 1er septembre 2015, date de la passation de service pour prendre les rênes de la Banque africaine de développement. L'organisation humanitaire Human Rights Watch s'aligne sur la position de la Cour pénale internationale. Mercredi 27 mai, l'institution judiciaire a réitéré sa demande envers la Côte d'Ivoire pour qu'elle transfère l'ancienne première dame Simone Gbagbo, ce que les autorités refusent formellement. La CPI l'accuse de crimes contre l'humanité commis au cours de la période post-électorale 2010-2011. Imra Radinjai. La CPI, la Cour pénale internationale, a encore réclamé ce mercredi 27 mai à la Côte d'Ivoire le transfert de Mme Simone Gbagbo à La Haye afin qu'elle soit poursuivie pour crimes contre l'humanité. Les violences post-électorales de 2010-2011 avaient fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire s'est lancée depuis dans un processus de réconciliation nationale, la question judiciaire reste pour le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo un obstacle à ce processus. Mais pour les observateurs, la justice doit passer avant le pardon. Nous avons toujours souhaité que la Côte d'Ivoire accepte de coopérer avec la Cour pénale internationale, parce que la Côte d'Ivoire a reconnu la compétence et a ratifié. Nous ne voyons pas d'inconvénient. Il faut que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements internationaux. Nous n'avons pas d'inconvénient pour nous. Mme Simone Gbagbo a déjà écopé de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public, ce qui n'empêche pas qu'elle comparaisse devant la Cour pénale internationale. Il est important que les gens sachent la différence entre les deux procès. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que s'agissant, par exemple, de Mme Simone Gbagbo, les recherches, l'instruction a totalement avancé, a abouti à son inculpation, et c'est pourquoi on demande son transfert. Ça peut également apporter la paix en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, avait annoncé à l'occasion de l'un de ses discours qu'aucun autre fils de la Côte d'Ivoire ne sera plus transféré à La Haye. Les autorités ivoiriennes ne sont toujours pas prononcées quant à cette requête de la Cour pénale internationale. Depuis le 26 mai, la capitale béninoise Cotonou abrite un symposium sur l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. La place de la femme dans la réalisation de ces objectifs a également été abordée. Reportage de notre correspondant Lef Tiounou. Le symposium de Cotonou sur le dialogue interreligieux et interculturel se poursuit au Bénin. Les réflexions ont entre autres porté sur la place de la femme au cœur du dialogue interreligieux dans le respect des diversités culturelles. La gente féminine a un important rôle à jouer dans le maintien des bons rapports multiconfessionnels. Il y a un accord bien sûr entre tous les gens qui sont là, que notre but c'est d'éviter ces conflits, d'éviter les guerres, de trouver d'autres moyens de s'entendre, de s'écouter et de trouver des moyens de vivre ensemble. Et je pense que la voix des femmes, et je pense que les participants dans ce panel étaient d'accord, que la voix des femmes est une voix qui peut apporter quelque chose de nouveau dans ce dialogue. La participation massive des femmes à ce grand rendez-vous est remarquable. Pour de nombreux participants, c'est l'un des grands succès du symposium. Mettre les femmes aujourd'hui devant toute activité qui mène vers la paix est une très bonne chose et ça permet aux femmes également de retrouver leur place dans les prises de décision. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, des femmes dynamiques, des femmes jeunes, des femmes ambitieuses et des femmes très compétentes est une valeur ajoutée à ce symposium. Au cours de ce symposium, regroupant une diversité de cultures et de religions, les débats dans l'ensemble reposent sur le vivre ensemble. Les travaux prendront fin ce jour par la lecture et l'adoption d'un rapport de synthèse pour la tolérance, le dialogue et la rencontre pour des actions communes.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.